Guillaume Erner. Et avec ces matins, nous déclarons ouvert la seconde saison du festival et maintenant le festival des idées de demain. Un festival qui s'ouvre avec tout d'abord un questionnaire que vous retrouvez sur le site et maintenant-lefestival.fr, un festival que vous avez concocté. Marie Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de documentaires et enquêtrice et vous avez concocté donc ces différentes questions. Par exemple, si je prends la première des questions, c'est et maintenant comment je me sens. Pour moi, on a basculé dans le nouveau monde avec la guerre en Ukraine, la crise Covid, les effets du réchauffement climatique, l'élection de Trump. Bref, on voit qu'effectivement une cassure s'est faite, une cassure que nous documentons tous les jours dans les matins, une cassure contre laquelle vous luttez. Elsa Grangier, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes directrice générale de l'ONG Ashoka, une ONG qui a une multitude d'activités pour tenter justement de contrer ces incertitudes. Peut-être quelques mots, Elsa Grangier, de présentation de cette ONG. Ashoka a pour vocation à créer les conditions d'apparition d'un changement profond de société, donc ça tombe plutôt pas mal avec le climat d'incertitude dans lequel nous sommes, qui est même plus un climat, qui est même une ère d'incertitude. Et donc l'objectif, c'est d'agir puisque c'est le seul moyen, en tout cas celui qu'on a trouvé pour faire face à ce climat. Quelques-unes des actions que vous menez au travers de votre ONG, Elsa Grangier. Nous soutenons des entrepreneurs sociaux, des acteurs de changement, parmi lesquels Mohamed Younous, qui a été prix Nobel de la paix en 2007 et que nous soutenons depuis 1999, ou également Jimmy Wales, qui a été le fondateur de Wikipédia. Ça, c'est pour les États-Unis. Et puis évidemment, nous soutenons également Marie Trélucan, à l'origine de la création du service civique en France. Et puis Frédéric Worms, bonjour. On vous a entendu il y a quelques instants, magie de la radio. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie contemporaine à l'ENS et vous dirigez aujourd'hui l'école normale supérieure. Et on entendait justement ces étudiants aux prises avec l'incertitude. On a entendu les étudiants d'Agro-Paris-Tech qui ont fait une manifestation très remarquée avec une vidéo qui a beaucoup circulé où il s'agissait de savoir si il fallait ou non déserter face à la carrière qui leur était promise. Et puis il y a quelques instants, donc les étudiants de l'ENS qui, eux, avaient un avis différent. Comment voyez-vous les choses à cet égard ? Merci d'abord Guillaume Erner de cette discussion sur l'incertitude et de cette invitation dans la foulée effectivement de ce reportage sur les interventions des étudiants. Ce que disent en tout cas ceux des écoles normales, c'est très simple et ça complète ce qui vient d'être dit, c'est que face à l'incertitude à la fois au sens des dangers objectifs et des peurs subjectives, il faut la recherche, le savoir. Ils vont assez loin parce qu'ils disent même qu'il faut définir la politique de la recherche par les dangers sociaux auxquels il faut répondre en toute urgence. Donc en un sens, il y a toujours une tension. Est-ce que la recherche doit être définie par les savants eux-mêmes en fonction de l'avancée du savoir pour lui-même, de la recherche fondamentale ou pour répondre à des dangers? Eux, ils ont pris conscience. C'est une génération, c'est aussi les jeunes qui vont répondre au questionnaire. C'est une génération qui dit la science doit d'abord répondre aux incertitudes. Mais il faut souligner qu'on ne répond aux incertitudes que par la science aussi. Donc ils maintiennent ça quand même. Face à l'incertitude, il y a une boussole. C'est le savoir. C'est même le savoir transforme la peur de l'incertitude non pas forcément en maîtrise, en disparition de l'incertitude, mais en joie de l'incertitude, même en recherche, en problème, en avancée, en action. Mais Frédéric Worms, je crois me souvenir que justement en philosophie des sciences, le fait de pratiquer une discipline scientifique crée de nouvelles incertitudes. Mais toujours, parce qu'il y a en fait, il y a toujours deux incertitudes. Il y a l'incertitude objective dans un monde lui-même changeant, comme ça vient d'être dit dans l'histoire, dans les probabilités même. La science vise à transformer une incertitude ressentie, subjective, effrayante, en une incertitude objective, délimitée. On a vu face au virus, des savants dire « je ne sais pas », c'était pas qu'ils ne savaient rien, c'était justement qu'ils savaient que ce virus-là, ils ne le connaissaient pas encore et il faut le maîtriser. Maintenant, on ne le connaît pas entièrement, mais un peu mieux. Donc oui, il y a une incertitude qui même est un signe du savoir.
Marie Durieux, dans le questionnaire auquel donc nos auditeurs peuvent d'ores et déjà répondre en ligne, il est question finalement des déclinaisons de ces incertitudes avec donc l'attitude que l'on peut avoir par rapport à tout ce qui nous tombe dessus. Je cite le questionnaire, on peut par exemple psychoter, économiser, picoler, prier ou bien encore bosser, ou bien encore les différents types de précarité, vous les citez, sentimentale, sexuelle, économique, culturelle, numérique, ou bien des gens qui ne se sentiraient pas précaires. Dans ce cas-là, peut-être qu'ils donneront leur secret à l'issue de ce questionnaire. Comment l'avez-vous conçu, Marie Durieux ? Donc ce questionnaire, il a été élaboré par une équipe franco-allemande supervisée par la sociologue Monique Dagneau. Et en fait, on a commencé à écrire et à faire les ateliers de ce questionnaire au début de la guerre en Ukraine. Donc forcément, cet événement a imprégné lourdement nos séances. Et donc, on s'est demandé en fait comment être à l'avant-garde des questionnements sur cette guerre. Donc avoir des questionnements à la fois géopolitiques, intimes et économiques. Et donc, ça donne ce questionnaire qui ratisse très large, mais en même temps avec ce thème qui est vivre dans un temps d'incertitude. Mais oui, parce que donc on voit bien qu'il s'agit à la fois donc d'incertitude individuelle, donc un individu qui est aux prises avec les aléas de son existence et des chaos ou en tout cas des aléas collectifs qui, eux, nous saisissent au moment où on ne les attendait pas nécessairement. En fait, c'est le but de ce questionnaire qui ressemble pas vraiment à une enquête traditionnelle d'opinion et qui essaye à la fois de pousser les répondants à faire un chemin émotionnel, intellectuel, un peu original. C'est pour ça qu'on pose un peu des questions provocantes, très binaires, qui poussent à se positionner, ou alors des questions très très complexes de géopolitique sur lesquelles on pense a priori ne pas avoir d'avis. Et là, ça oblige le répondant à se positionner et à se poser en fait des questions familiales, politiques qui ne se poseraient pas en temps habituel. Frédéric Worms. Oui, c'est ce qui vient d'être dit est justement déjà une réponse à l'incertitude totale. C'est-à-dire que le problème de l'incertitude, c'est qu'on n'arrive plus à se repérer, on n'a plus de repères. L'incertitude totale, quand on n'a plus de repères du tout, c'est une souffrance, il faut bien en avoir conscience. Et la première façon d'y répondre, elle est d'abord subjective. Après, il y a la recherche objective, le savoir, c'est très important aussi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comment répondre objectivement au changement climatique, à la guerre en Ukraine ? Mais d'abord, reconstituer des repères subjectifs, c'est très important. Et avoir une question binaire, en effet, c'est se dire je ne suis pas démuni, il y a toujours au moins 2 solutions. Donc comment s'orienter ? Je pense que c'est très clair. Et puis la question « et maintenant ?», elle montre bien que l'incertitude d'aujourd'hui, c'est un écroulement des certitudes d'avant. Donc c'est temporel, c'est historique. Et donc il y a une question vraiment aussi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comment construire le présent ? Et dans « et maintenant », moi j'entends aussi « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est quand même toujours positif de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait, Elsa Grangier ? Non, surtout, je voulais ajouter que ce que je trouve formidable dans le questionnaire, c'est que non seulement il y a des alternatives, donc vous l'avez dit, ça peut être binaire, au moins il y a une solution, mais surtout à certains moments du questionnaire, on voit les réponses qui ont été apportées par le collectif aussi. On voit comment on se situe par rapport au niveau d'incertitude globale. Et je trouve que ça, c'est hyper rassurant parce qu'on se sent moins seul. Une des réponses aussi à l'incertitude, c'est le collectif. C'est justement voir cette altérité, se dire qu'on n'est pas seul et que la capacité d'agir, cette fameuse mise en action, elle peut être aussi à l'échelle d'un territoire, d'une nation, voire plus en fait. Sentir qu'on vit la même chose au même moment nous permet de nous dire que la confiance, ça doit être le pivot aujourd'hui de la façon dont on doit faire face à l'incertitude. Mais alors, je disais, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous êtes une entrepreneuse et vous aidez d'autres personnes à entreprendre. Elsa Grangier, justement, est-ce que l'entrepreneuriat au sens large, ce peut être l'entrepreneuriat social, est-ce que c'est une manière précisément de lutter contre ces incertitudes ? Je pense que la mise en mouvement, de toute façon, l'incertitude n'est pas la seule chose qui nous traverse en ce moment. C'est la complexité du monde, son ambiguïté, son hyper-volatilité aussi. Tout va extrêmement vite et c'est la conjonction de tous ces événements qui fait que voilà, on se sent comme un lapin dans les phares d'une voiture. Au départ, il y a ce moment où on a l'impression d'être figé. Et effectivement, moi, je trouve que l'entrepreneuriat social, il y a quand même une différence à faire entre l'entrepreneuriat tout court qui peut contribuer justement à maximiser cette incertitude, alors que l'entrepreneuriat social a plutôt vocation à essayer de réparer en fait les dysfonctionnements majeurs de la société sur des problèmes fondamentaux que sont l'accès aux soins, l'éducation, l'alimentation ou autres. Et effectivement, cette mise en mouvement, mais pas de n'importe quelle façon, cette mise en mouvement
collective, autrement dit en incapacitant aussi les personnes qui subissent les problèmes auxquels nous sommes confrontés, révèle le pouvoir d'agir, révèle cette capacité à aller plus loin. On le voit très bien. On n'a jamais eu autant de bénévoles dans les associations que depuis la crise du Covid. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi de donner du sens à travers cette action. Et il y a aussi une volonté de se dire, OK, puisque de toute façon, je dois lâcher prise. Je ne sais pas comment je peux gérer cette incertitude qui, on peut le dire aussi, a toujours fait partie du monde. L'incertitude, c'est quand même assez basique. On ne sait pas tellement ce qui va se passer. Je ne savais pas si j'allais arriver à l'heure ce matin, par exemple. Il peut se passer plein d'événements. Oui, alors c'est une légère incertitude par rapport aux événements qui nous traversent plus globalement, mais effectivement, cette capacité d'agir, c'est elle qui révèle en fait notre pouvoir de lâcher prise et surtout de faire confiance à l'autre. Et l'entrepreneuriat social, pour moi, est une façon de le faire et on le voit tous les jours. J'ai la chance d'être avec des danseurs de l'incertitude. Il faut apprendre à danser avec l'incertitude. Sur l'histoire de l'incertitude, parce que si on songe, par exemple, à l'époque contemporaine, il y a Frédéric Worms, par exemple, le sociologue Ulrich Beck, qui lui avait, dans la société du risque, justement, essayé de pointer du doigt la spécificité. On sait bien que le risque n'est pas né à l'époque contemporaine. Au contraire, même, on a tenté de le juguler. Et pourtant, ce sociologue explique bien que notre rapport au risque est profondément différent de ce qu'il était pour les générations antérieures. Oui, la question, c'est toujours quelle dose d'incertitude peut-on supporter ? Comment est-ce qu'on peut supporter l'incertitude qui, en effet, fait partie de notre condition, hein, dans ce monde sublunaire, comme disaient les Grecs, il y avait les astres qui changeaient jamais, puis sur Terre, le devenir, le changement fait partie de notre condition. Et l'incertitude est en effet quelque chose de difficile à supporter. Il faut avoir très peur aussi des gens qui ne supportent pas l'incertitude, des collectifs aussi qui se barricadent contre l'incertitude et qui construisent de fausses certitudes. Puis il y a aussi ceux qui construisent de fausses incertitudes, qui jettent le soupçon en l'air, etc. Donc il y a des pratiques humaines, scientifiques, toutes les disciplines y contribuent, et sociales de maîtrise de l'incertitude. L'assurance, le risque. Le risque est un concept déjà pour maîtriser l'incertitude, pour le calculer, pour se protéger. Ulrich Beck ou François Ewald aussi, à l'époque, dans un livre sur l'État-providence, avait défini le risque par l'assurance. Le risque, c'est ce contre quoi on arrive à se protéger, à faire des scénarios et aussi des compensations. Et d'ailleurs, il y a pire que le risque, il y a les catastrophes qui sont, elles, incompensables d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout compenser, mais penser en termes de risque, c'est déjà une réponse. C'est se représenter un type d'événement possible, avec un type d'effet possible et un type de compensation possible. Et les institutions humaines, la protection sociale, la médecine, les institutions en général sont faites pour anticiper autant que possible l'avenir et maîtriser l'incertitude qu'on ne peut pas effacer, avec lesquelles il faut apprendre à vivre, parce que sinon, la terreur de l'incertitude produit la terreur tout court. On voit bien aujourd'hui qu'il y a aussi des gens qui nous promettent des certitudes, qui ont des certitudes. Donc il faut absolument assumer une part d'incertitude et s'orienter face à l'incertitude. C'est le rôle de toute la politique et aussi des institutions, du savoir, de la recherche. Voilà, il faut aussi orienter les gens vers l'éducation, la discussion et la politique. Alors, il y a au moins une chose qui est singulière à notre époque, Marie Durieux, et que le questionnaire retranscrit bien, c'est le fait que chaque individu est, d'une manière plus ou moins aiguë, en désaffiliation, en désinstitutionnalisation, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus seul. Alors je donne quelques exemples de questions. Je suis en galère, j'appelle direct ma mère, mon père, mon frère, personne, je me débrouille. Pour l'achat d'un logement, je peux compter sur mes parents, ma partenaire, un héritage, le loto ou moi-même. On voit que ça, c'est quelque chose d'assez prégnant à l'époque actuelle. Il y a de moins en moins de collectifs ou de communautés stables. Oui, c'est aussi ça qu'on essaye de sonder et pourquoi pas de déconstruire, parce que, donc, comme on l'a dit, le questionnaire, c'est à la fois un outil de connaissance de soi, mais un outil miroir. On voit les gens répondre aux mêmes questions que nous, et donc on peut voir en fait si notre réponse correspond à une minorité ou une majorité de répondants. Et là, le but en fait aussi, c'est de sortir du côté individuel d'un questionnaire en face de l'écran et de créer des débats sur le terrain pour confronter en fait ces grands questionnements. Et en fait, nous, toutes les questions qu'on essaye de poser, notamment sur la filiation, sur l'héritage, etc., c'est de permettre aux gens en fait, de s'ancrer et de dire d'où ils viennent, d'où ils parlent. Et c'est valable pour les questions à la fois familiales, mais aussi les questions politiques. C'est en fonction d'où on parle et d'où on vient, quelle vision du monde on a envie de porter ou on porte. Qu'est-ce que vous en pensez, Elsa Grangier ?
Moi, je crois j'ai cette propension à être persuadée que l'avenir, c'est le collectif et surtout c'est la coopération en réalité. C'est-à-dire qu'on a été teinté, matiné de siècles cartésiens qui nous ont amenés à un réductionnisme profond, qui nous ont empêchés aussi d'avoir cette vision globale sur les problèmes de société, qui fait qu'on avait le sentiment qu'on les réglait avec cette superpuissance, avec cette prédictabilité de tout. Même les algorithmes, en fait, créent des prophéties autoréalisatrices sur des comportements. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on dézoome un peu, qu'on prenne cette distance, que font très très bien les entrepreneurs sociaux que nous accompagnons chez Ashoka, puisqu'ils ont cette approche qu'on appelle systémique, en réalité, d'avoir cette vision globale d'un problème, de voir que c'est un process itératif, qu'effectivement, il y a cette démarche scientifique aussi de se dire une vérité d'aujourd'hui, finalement, peut être transformée par une vérité de demain, et que c'est justement cette coopération et cette interdisciplinarité aussi qui doit être mis au cœur, je pense, de nos enjeux majeurs de société, qui va faire le sel, en fait, des solutions de demain. Donc, moi, je me sens finalement de moins en moins seule face aux enjeux qui nous traversent. Et heureusement, je pense qu'on est aussi teinté d'énormément de solutions. Et vous, Frédéric Worms, vous vous sentez seul ou pas? Je vous sens sourire, donc j'espère que Non, oui. non. Moi, ce que je trouve important dans ce questionnaire, c'est qu'une génération, en effet, se saisisse de ses propres questions. Parce que, d'une certaine façon, c'est vrai que c'est sûrement pas pareil d'avoir 60 ans, 40 ans, 20 ans aujourd'hui, de voir un certain nombre de repères qui semblaient acquis s'écrouler. Et encore une fois, l'incertitude, c'est jamais seulement un problème objectif. Il y a une incertitude objective sur tel ou tel élément de l'avenir, la nature du virus, la façon dont va se terminer la guerre en Ukraine, mais l'incertitude, c'est le rapport subjectif au savoir. Et c'est vraiment être certain de quelque chose, c'est d'abord une confiance en soi-même, une dimension subjective, et de telle sorte qu'on peut d'ailleurs douter que 2 et 2 fassent 4. C'est aussi une attitude de la science moderne. Vous critiquiez Descartes, mais il a quand même assumé une incertitude radicale. C'était contextuel. Oui, à l'époque, il était fantastique. Mais il n'a pas seulement fondé un savoir absolu, il a éprouvé une incertitude et il cherchait à s'orienter dans la forêt des doutes humains et à trouver des repères. Et je pense que d'une certaine façon, il avait assumé le fait qu'il faut non seulement connaître le monde, mais construire une confiance dans le savoir lui-même. La pire incertitude, c'est celle qui est un sentiment subjectif, même quand il y a un savoir, même quand il y a des repères, et elle produit des souffrances auxquelles il faut répondre. Et c'est pour ça que les générations qui vont répondre à ce questionnaire, en effet, il faut qu'ils expriment des incertitudes qu'on ne connaît pas à l'avance, qu'il faut des sciences sociales, il faut de la discussion aussi, savoir de quoi les gens ont peur aujourd'hui, on ne le sait pas a priori, et on est même incertain de ce sur quoi les gens sont incertains. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas être... moi je ne sais pas de quoi on a peur les uns et les autres. Il y a en effet il faut se connaître mutuellement aujourd'hui. Frédéric Worms, je rappelle que vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'ENS, école que vous dirigez aujourd'hui. Elsa Grangier, directrice générale de l'ONG Ashoka. Marie Durieux, on vous doit donc ce questionnaire du second épisode du festival et maintenant le festival des idées de demain, un festival qui est en partenariat entre Arte et France Culture. Et d'ailleurs, dans quelques instants, nous serons en compagnie de la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, et du directeur éditorial d'Arte France, Boris Razon. En attendant, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h22, la seconde édition du festival est maintenant un festival coproduit par Arte France et France Culture, et nous recevons le directeur éditorial d'Arte, Boris Razon. Bonjour. Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Et puis nous sommes en compagnie de Marie Durieux. C'est vous qui avez confectionné ce questionnaire, et maintenant questionnaire auquel on peut répondre sur le site du festival. Et maintenant, Elsa Grangier, directrice générale de l'ONG Ashoka, notamment dans l'entrepreneuriat social, une manière de lutter contre l'incertitude. Et puis Frédéric Worms, vous êtes professeur de philosophie à l'ENS et vous dirigez l'école normale supérieure. On vient d'évoquer une forme d'incertitude, ce match de football qui ne s'est pas exactement déroulé comme prévu, en tout cas pour ce qui concerne l'extérieur du stade. Ah oui, moi ce qui m'impressionne beaucoup, c'est comment une incertitude cadrée, symboliquement encadrée et claire, l'incertitude du sport, la glorieuse incertitude du football, qui va gagner la finale, etc. C'est tout à coup embranché
avec d'autres incertitudes totalement imprévues, et maintenant rejoint le conflit franco-britannique, aussi les tensions racistes en Europe, parce que je disais ce matin aussi que face à des incidents dans la banlieue française, il y a toute une extrême droite qui commence aussi à parler du racisme et à ébranler un peu plus les piliers. Donc on voit bien comment aujourd'hui la question de l'incertitude devient globale et difficile à maîtriser. Il y a une incertitude maîtrisée, c'est le sport, et puis voilà, aujourd'hui un certain nombre d'ébranlements. La politique est faite pour les cadrer aussi, et je pense d'ailleurs qu'on n'est pas en plein chaos, mais malgré tout, on voit bien que tout se tient, et c'est pour ça qu'on est très heureux, nous, à l'École normale supérieure. Là, je prends un peu la casquette, en effet, collective de toutes les disciplines sciences et lettres de l'école. On organise en septembre une nuit de l'incertitude, et voilà que France Culture et Arte organisent un festival sur l'incertitude. C'est une manière, un festival de l'incertitude, de l'assumer, de l'affronter avec toutes les ressources de tous les savoirs. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, et dans un cadre social, parce qu'on voit bien aussi que voilà, si on peut plus aller à un match de foot ou allumer sa télévision sans voir tous les dangers du monde déferler, il y a un risque de panique. Je ne crois pas qu'il faille céder à la panique. Je crois qu'on a les moyens justement de fournir des cadres qui s'emboîtent face à ces diverses incertitudes qui s'ébranlent. Mais c'est vrai qu'il faut y travailler. Je suis très content qu'on y travaille ensemble, et très content d'être partenaire de tout ça avec vous. Frédéric Saïs évoquait un match qui devenait politique. La politique, c'est également une série de questions dans votre questionnaire, Marie Durieux, celui donc qui est proposé aujourd'hui aux auditeurs, aux téléspectateurs. Il s'agit aussi de savoir si l'on peut sortir de l'incertitude en s'engageant politiquement avec différentes formes d'engagement. Le vote, c'est la question 47, mais aussi les priorités pour l'État, la manière dont on peut aujourd'hui se retrouver ou pas dans la politique ou dans les différentes manières démocratiques de lutter contre l'incertitude. Oui, je pense que l'engagement, c'est la question majeure de notre époque, parce que, certes, on peut ne pas aller voter, on peut fustiger les partis politiques, mais du coup, on fait quoi ? Et donc, la question de l'engagement très concret se pose. Et je sais qu'il y a une dizaine d'années, on avait déjà fait une enquête où on voyait que les Français étaient les plus en colère, mais les moins prompts à s'engager au quotidien dans des associations, des collectifs, ce qui était par exemple moins le cas en Allemagne. Et donc là, on aimerait un peu sonder, notamment chez les jeunes, est-ce que même si on va dire, ils se démobilisent politiquement, est-ce qu'il y a par les associations, par les collectifs, il n'y a pas un moyen en fait justement de canaliser toute cette énergie politique ? Mais alors, c'est précisément l'un des paradoxes qui est le plus souvent pointé. On a affaire à des jeunes qui sont très mobilisés sur certaines causes et qui sont très peu mobilisés politiquement lorsqu'il s'agit d'aller voter, Marie Durieux. Oui, ça c'est aussi un des pans du questionnaire où on essaye un peu de tracer les contours des profils politiques des répondants, et c'est pour ça notamment qu'il y a une énorme partie du questionnaire sur les institutions démocratiques et notamment sur l'Europe, puisque ça a été, on essaye de mesurer en fait depuis la guerre en Ukraine si la vision de l'Europe a changé, si la confiance a été retrouvée dans cette institution, et donc je pense que voilà, le but de ce questionnaire, c'est de montrer qu'il y a d'autres formes d'engagement et que dans ces temps instables, il y a une reconfiguration aussi profonde de notre rapport à la politique. Un commentaire, Frédéric Worms. Voilà, il faut reconstruire ces cadres, et je crois exactement que la politique, c'est pas le chaos, c'est des engagements, c'est des cadres collectifs qui permettent des engagements individuels. C'est ce dont vous parliez aussi dans votre ONG. Je crois que c'est exactement à ce carrefour qu'il faut se situer, qu'il faut retendre des perches aux individus, parce que on ne peut pas s'en sortir ni tout seul, ni sans les individus. Elsa Grangier, on parlait de l'ONG Ashoka que vous dirigez. Et puis de l'engagement, surtout, l'avantage, c'est que les perches, en fait, ils s'en saisissent aussi. On n'a pas toujours besoin de les leur tendre. Et la jeunesse l'a prouvé ces derniers temps. Moi, j'adore cette statistique qui manifeste en effet miroir le taux d'abstention de la jeunesse sur les derniers scrutins et le taux d'engagement de la jeunesse dans les associations, qui est quasiment le même, en fait. On parle 60%, 75% des 15-25 ans qui sont engagés dans une association, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi une association sportive, qui est aussi une forme d'engagement, de lien social. Donc ça prouve qu'en fait la citoyenneté, elle s'est déplacée sur un curseur où ils sont plus manifestes, tout ça parce qu'il y a un problème de représentativité. Alors vous disiez, Frédéric, qu'il fallait changer les institutions. Effectivement, je pense que la question cruciale, c'est la représentativité de la jeunesse dans ces institutions-là pour qu'elles se sentent en confiance à adresser les enjeux de demain. Ça, c'est la première chose. Et puis les récits qu'on va raconter, la façon dont on parle de la jeunesse aussi, qu'il fait qu'elle va s'identifier. Et c'est génial justement que ce festival
festivals soient organisés avec 2 grands médias qui vont pouvoir parler des récits aussi du monde de demain pour gérer cette incertitude. Donc voilà, je pense que la jeunesse, elle est en capacité, elle le prouve tous les jours et nous, on a la chance de le voir au sein d'Ashoka, de pouvoir s'engager réellement. Mais c'est tout de même différent, Frédéric Worms, de s'engager dans une ONG, aussi utile soit-elle évidemment, Merci. que de voter dans un parti politique qui présente une vision globale de la société. C'est complémentaire. La démocratie représentative est un seuil majeur, effectivement, pour affronter les conflits d'une société. Il faut continuer à s'engager dans ces institutions-là, mais on sait bien que ça ne suffit pas, qu'il faut aussi pas seulement déléguer à d'autres, mais participer soi-même. Et ça, c'est vrai que c'est évidemment la démocratie représentative est représentative et tout le monde ne peut pas être député. Et il faut évidemment participer soi-même au niveau local. Comment ? Tout le monde ne souhaite pas l'être. Tout le monde ne souhaite pas l'être, mais tout le monde souhaite participer aux enjeux qui le concernent désormais. Et donc, il faut l'être dans son école, comme dans la nôtre. Il faut l'être dans son hôpital, comme dans la démocratie sanitaire. Il faut l'être un peu partout. Il faut être en effet acteur de sa citoyenneté là où l'on est. Moi, j'ai une réaction. J'ai envie de parler d'Yanis El Amraoui, qui a créé le réseau des lycées en transition et qui a fait partie d'un projet qui s'appelle Ta Voix Compte, qu'on a monté avec Ashoka à l'occasion de l'élection présidentielle, et qui m'a laissé cette phrase en héritage, qui est en fait, voilà, il est pessimiste dans l'analyse et il est plutôt volontariste dans l'action, donc il ressemble un peu à Gramsci parfois sur ces aspects-là, mais ça prouve que cette jeunesse, elle a foi en l'avenir et elle sait danser avec l'incertitude peut-être beaucoup plus que nous. Alors, une co-entreprise menée par Arte et France Culture, Boris Razon, c'est aujourd'hui une nouveauté, la seconde édition donc, du festival. Et maintenant, avec un questionnaire et un festival qui est aussi en allemand. Absolument. Et nous en sommes très heureux et très fiers. Effectivement, la première édition du festival était franco-française. Elle était menée conjointement avec une grande dimension internationale, mais la nature d'Arte étant franco-allemande et les enjeux qui se présentent en ces temps d'incertitude passent beaucoup par l'Europe, nous avons décidé et embarqué nos camarades de l'ARD et de la ZDF qui font Arte Deutschland dans l'aventure et maintenant, qui sera donc un questionnaire en allemand et un festival aussi, je l'espère, en Allemagne. Et justement, l'incertitude en Allemagne, est-ce qu'on la voit différemment de la France ? On a parlé d'Ulrich Beck, qui est probablement le sociologue allemand le plus connu, qui a beaucoup travaillé sur la notion de risque. Au-delà de ça, Boris Razon. Alors, je dirais que c'était, dans le temps d'élaboration du questionnaire, absolument passionnant de voir les réactions de nos camarades allemands, notamment parce que la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, les touche de beaucoup plus près, avec des enjeux énergétiques très forts, on le sait, qui ont conduit d'ailleurs à la politique européenne de ces dernières années, des enjeux aussi qui touchent profondément à l'histoire allemande, le fait qu'une remilitarisation soit envisageable et envisagée, c'est un bouleversement complet de ce qui a fait, je dirais, la doxa allemande des 80 dernières années. Donc oui, ils ont des perceptions qui sont différentes des nôtres, des inquiétudes qui sont différentes des nôtres, des incertitudes ou des changements de certitude et d'opinions qui sont très forts. Donc les confronter, c'est évidemment très stimulant. Sandrine Trainer. Oui, j'écoute ce qui se dit autour de ces micros depuis tout à l'heure et je me disais à un moment, Guillaume Erner va nous dire mais qu'est-ce que des médias viennent faire dans cette histoire, dans cette affaire. Vous voulez que je vous le dise maintenant ? C'était à 8h32. Mais qu'est-ce que des médias viennent faire dans cette affaire ? C'est sans doute que je me posais la question tout en vous écoutant. Non, C'est un peu notre idéologie professionnelle, oui, l'incertitude. En tout cas, il me semble qu'on s'est souvent dit que si on faisait les métiers que nous faisions, c'était précisément pour essayer de nous donner à nous-mêmes le sentiment qu'on apprenait à contrer ces incertitudes avec lesquelles nous sommes bien obligés de vivre. Non, je pense que ce qui fait notre présence à tous, qui sommes finalement très différents, des chercheurs, des entrepreneurs, nous, médias, c'est la conviction que notre cœur d'existence aujourd'hui réside dans le fait de comprendre quelles idées et quels savoirs et quels imaginaires
mobiliser tous ensemble pour à minima, essayer de comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit et à maxima, passer de l'idée à l'action selon une formule que j'aime de plus en plus parce que j'aime aussi, et je suis ravie qu'Elsa Grangier soit avec nous aujourd'hui, j'aime aussi l'idée de montrer et d'incarner aux oreilles des auditeurs, aux yeux des téléspectateurs, comment le monde des idées, le monde des savoirs ne sont pas simplement des mondes en soi, ce sont aussi et peut-être d'abord des outils qui nous permettent de passer à l'action et d'être présents sur le terrain. Alors aujourd'hui, en fait, la conjonction probablement des incertitudes d'un côté et des réflexions de toutes les organisations que nous représentons nous amène à nous retrouver tous ensemble. Nous avons comme partenaire, par exemple, l'Agence nationale pour la recherche. Et si l'Agence nationale pour la recherche est aussi proactive depuis un an à nos côtés, c'est parce que aujourd'hui, dans la feuille de route de cette structure qui accompagne financièrement des recherches en France, c'est de partir des demandes du terrain, comme on dit, c'est-à-dire de partir des questions de la société civile pour imaginer des recherches à venir et répondre de cette façon-là, faire ainsi le lien entre les savoirs et les citoyens. Et tout ça, me semble-t-il, doit contribuer à consolider et restaurer ce que l'on appelle la confiance et qui est en fait ce lien nécessaire entre nous tous. Elsa Grangier, qu'en pensez-vous ? Je bois les paroles de Sandrine Trainer ce matin, évidemment. C'est formidable de voir que l'interdisciplinarité qui est au cœur en fait, de la gestion de l'incertitude, elle est aussi ce matin dans ce studio, quoi. Donc moi j'en suis ravie parce que non seulement il faut partir des besoins terrain parce que ça encapacite aussi les personnes qui subissent les problèmes de société et c'est ce qu'on vit tous les jours avec Ashoka. Mais en plus de ça, ça révèle encore une fois leur capacité d'agir. C'est pas uniquement je suis interrogée, je donne mon avis, mais je me mets en action également. Et comme l'incertitude, c'est un mouvement permanent, c'est un mouvement perpétuel, il faut aussi faire partie de ce mouvement-là. Donc trouver ces solutions de façon commune, c'est fondamental. Et je rebondis sur l'Agence nationale de la recherche. Effectivement, chez Ashoka, on a aussi pour but, avec nos entrepreneurs sociaux, de systématiquement intégrer en fait un scientifique, un chercheur, pour documenter justement toute cette approche qui va dans qui n'est pas simplement on trouve des solutions et on passe de l'idée à l'action, mais on est capable aussi de transmettre à d'autres cette faculté que nous avons, nous, à trouver des solutions pérennes, ou en tout cas des solutions à peu près pérennes pour les incertitudes futures. Sandrine Trainer. Oui, et puis dans les choses que nous avons comprises, je crois, nous médias, qui avons vocation, au fond, à parler à des gens qui nous écoutent, ce qui est une manière, de notre côté, d'être actifs, et ceux qui nous écoutent, d'être dans une forme de plus grande passivité, en tout cas dans la définition a priori du média et de son rapport, à ses publics. En l'occurrence, c'est vraiment, ça a été depuis l'année dernière, mais particulièrement cette année, ça a été la prise de conscience pour nous que nous avions beaucoup tous à gagner à transformer un peu ce rapport précisément entre nous-mêmes et nos auditeurs ou téléspectateurs. Et c'est peut-être l'occasion de lancer un appel parce que finalement ce questionnaire, cette grande enquête, elle nous sert à documenter, mais elle nous sert aussi à dialoguer, elle nous sert aussi à débattre, elle nous aide, elle nous sert aussi à participer aux grandes questions que nous avons à affronter. Et nous avons très envie, et c'est la nature d'ailleurs d'un certain nombre de partenariats que nous nouons avec le service civique, avec la Ligue de l'enseignement, avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous avons très envie de proposer à tous ceux qui en ont envie d'organiser à partir du questionnaire des rencontres et des débats là où ils sont, que ce soit dans des lycées, dans des universités, dans des écoles, dans des associations. Je pense que c'est à ça aussi que servent en l'occurrence tous ces modes de questionnement validés par ailleurs par une démarche sociologique, c'est de nous permettre de débattre à partir
finalement, en tout cas, de questions dont on a pensé l'articulation. Et oui, parce qu'on le voit bien dans votre questionnaire, Marie Durieux, le champ en fait de l'incertitude s'est accru. Il s'est accru avec l'épidémie de Covid parce qu'auparavant, on pensait qu'une pandémie, cela appartenait au passé. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine et là aussi, c'est un épisode dont on pouvait penser qu'il appartenait au passé. Cela signifie que l'on est obligé de revoir nos certitudes. Oui, en fait, on avait constaté ça dès l'année dernière où finalement le questionnaire était très orienté sur... on prenait vraiment le pouls de la jeunesse française après une année d'enfermement, de confinement. Et en fait, on s'était rendu compte qu'un des axes les plus intéressants du questionnaire, c'était les questions de santé mentale. Et donc, en fait, les jeunes étaient dans un espèce de désarroi, d'incertitude qui, en fait, les bloquait dans leur projection, dans leur action. Et donc, en fait, c'était un peu parti de ça, cette idée de travailler sur l'incertitude qui a été, on va dire, confirmée par la guerre en Ukraine. Et je pense que, je le redis, mais en fait, le fait de faire des questionnaires qui sont un peu des cheminements personnels qu'on n'a pas l'habitude de faire, et notamment ce que disait Sandrine, d'appeler au fait que le questionnaire est un outil de débat pour parler tous ensemble et discuter, ça redonne un peu de pouvoir. Mais alors pourtant, il y a un Frédéric Worms, des philosophes, on a parlé de Descartes tout à l'heure, il y en a d'autres qui défendent plutôt l'incertitude. Je pensais par exemple à Nietzsche qui lui considère qu'il est tout à fait illusoire et peut-être même profondément critiquable de vouloir en finir avec l'incertitude. Et bien sûr, Elsa Grangier le citait d'ailleurs implicitement, danser avec l'incertitude, c'était Zarathustra, dans Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche effectivement a une sorte de plaisir à la critique et aussi à la critique des fausses certitudes surtout. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a franchi un seuil dans l'incertitude. On le voit bien tous, si on a tous convergé sur ce thème, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a des ébranlements qui sont quand même très dangereux. Mais je crois que dans ce diagnostic, il y a aussi la réponse. C'est-à-dire le danger n'est pas seulement là où vous croyez, dans un chaos, etc. Il est aussi dans un état du savoir. Et donc, si on dit que l'incertitude est le problème, alors on a aussi une piste pour y répondre par les savoirs, par les différentes manières de l'affronter et de la distinguer. Et aussi de dire qu'on n'est pas tous égaux devant l'incertitude. Moi, je suis frappé dans notre préparation de la nuit des sciences et des lettres, aussi de l'incertitude à l'école normale. Les sociologues, ils vont parler de précarité. Et on n'est pas tous égaux devant la peur du lendemain. Il y a quand même, il faut mesurer ce que disait Boris Razon aussi sur les situations historiques, c'est pas exactement les mêmes. La guerre en Ukraine nous ébranle tous, mais elle ébranle un peu plus les Ukrainiens, et un peu différemment ici ou là. Donc il faut affronter toutes les incertitudes. Les mathématiciens parlent de probabilité, donc il y a des seuils critiques, et en effet, il faut aussi danser avec l'incertitude, parce qu'une fois qu'on a appris qu'on a d'un savoir pour prendre cette partenaire difficile dans ses bras, on peut la cadrer comme on cadre un match de football, comme on a une valse en 3 temps. Boris Razon. Et je crois qu'il y a, dans la démarche, il y a aussi effectivement de la part de médias comme les nôtres, l'acceptation de l'incertitude, c'est-à-dire on sent bien que la structure d'audience des médias a beaucoup changé, qu'elle vieillit, pour parler des antennes classiques, en tout cas la télévision pour Arte, et qu'elle se rajeunit aussi par ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'elle demande une interaction, un rapport totalement différent, non descendant, beaucoup plus horizontal, et qui accepte la parole, beaucoup plus incertaine que la nôtre, en tout cas je l'espère, jusqu'à ce qu'elle arrive entre le cerveau et la bouche pour moi, mais la parole beaucoup plus incertaine de ceux qui nous écoutent. Et dans le questionnaire, on s'est dit, mais tiens, comment est-ce qu'on arrive à progresser ? Parce que, mine de rien, un questionnaire, ça reste très cadré, on fait des questions, ils répondent, j'exagère avec oui, non, peut-être, mais c'est beaucoup plus raffiné ce qu'on a fait. Mais là, on a mis des questions ouvertes et où ils peuvent donner leurs sentiments, leur état d'esprit, voire avoir un espace libre d'expression qu'ils utilisent très volontiers. Et je crois que c'est vraiment très important aussi cette dimension-là, c'est-à-dire l'acceptation au fond, peut-être qu'on n'a certainement pas toutes les réponses, mais même que les questions qu'on se pose ne sont pas toujours les bonnes et qu'il y a d'autres questions à se poser. Et cette incertitude-là, elle est, à mon sens, très importante. Alors parmi les questions inattendues, par exemple la question 25, des gens qui me pourrissent la vie, j'en ai dans ma famille, dans ma vie amoureuse, dans mon réseau d'amis, au travail, dans mes études, dans mon immeuble, quartier en ligne, tout autour de moi, ou bien connaît pas Marie
Durieux, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vivent, je ne sais pas, sans mouche du coche ou sans nuisance autour d'eux. Ce qui est terrible, c'est qu'il faut choisir dans cette question, alors qu'en fait, tout pourrait être valable. Oui, bah, du coup, C'est votre réponse, Elsa tout est Grangier? valable, ça. Ça, c'est certain. Tout est valable, voilà. Moi, une chose certaine. Non, mais en fait, un des gros axes du questionnaire, ça a été aussi sur quel lien et sur quelle personne on peut compter. Donc forcément, la question on va dire des problèmes, des disputes au sein de la famille, des amis, ça a été assez important de voir qui, malgré tout, sur qui on peut compter. Il y a aussi des questions notamment sur si on n'est pas d'accord sur un sujet politique, est-ce qu'on se fâche horriblement? Est-ce qu'on essaie de trouver du compromis ou pas? Et donc ça, les liens qui comptent dans ces temps d'incertitude, c'est un point central. Sur la question de l'amour, je pense par exemple à ce qu'a fait Eva Illouz sur la fin de l'amour, où il était question effectivement de l'incertitude, c'est-à-dire de cette sphère qui était une sphère qui pouvait être problématique auparavant, si ma mémoire est bonne, Frédéric Worms, il y a 2-3 livres sur la question des dilemmes amoureux avant le XXe siècle, mais au moins il y avait une forme de certitude ou de cohésion de la cellule familiale. C'est vrai que l'amour parental, dans les premiers temps de la vie, répond à l'incertitude absolue du nourrisson, ce qu'on appelle sa détresse aussi, et cette sorte de confiance absolue dans d'ailleurs des réponses qui sont absolues. Les premiers attachements sont en effet un désir absolu de répondre à l'incertitude absolue du nourrisson. Ça produit le cadre dans lequel après tout peut être supporté, y compris des incertitudes. C'est vrai que ça définit un seuil et que pour nous, on supporte l'incertitude tant qu'on n'est pas dans cette détresse, tant qu'on a un peu des amours sur qui compter, y compris parce pour que se la disputer. mère juive peut au contraire Ça peut aussi être angoissant, la fusion, la fusion. Après, il faut s'en séparer. L'attachement réussi, c'est justement quand on se sépare de cette folie primaire et qu'on vit sa propre vie, qu'on affronte ses propres risques. Comme quand disait vous aussi. Vous séparez, dans ce cas-là, vous passez d'une folie à l'autre, ça peut être encore plus compliqué. Et sortir de chez Toute cette discussion dérape. Sandrine Traner. Non, peut-être, voilà, juste rappeler qu'il va y avoir là un temps qui est ce temps autour de cette grande enquête, une fois encore. Vous êtes plus sérieuse, effectivement. Oui, non, je voulais déraper de la mère juive à autre chose. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ça doit être le terme. Je ne sais pas. Ouais. Continuez, Sandrine, ne vous laissez pas. Non, ce temps où on a envie de donner à partager ces questions et une fois encore véritablement contactez-nous si vous avez envie de vous saisir, vous auditeurs, de cette démarche collective et puis dans le même temps que Quentin Lafay vient d'entrer dans le studio et Quentin, comme vous le savez, chaque matin documente précisément quelque chose qui se passe et maintenant, qui se déroule sous nos yeux, qui apparaît en ce moment. Nous sommes en train de préparer la 2e édition physique du festival qui se tiendra après. Vous intermédiaire aux côtés de Frédéric Worms et des chercheurs et étudiants de l'École normale supérieure. Donc le 9 septembre, cette nuit Sciences et lettres de l'incertitude. Et nous retrouverons les 21 et 22 octobre à la Maison de la Radio. Et je crois que notre enjeu, notre ambition, et on a aussi besoin de ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de réussir à identifier là où elles germent les idées qui peuvent être, les idées, les savoirs qui peuvent être nos secours, ce serait négatif. Nos appuis, nos boussoles. Oui, merci beaucoup. Allez, aidez-moi. Pour demain, en lien toujours avec ces logiques d'action. Elsa Grangier, et les actions, une fois qu'on a parlé donc de ces engagements et de ces réflexions autour de ce thème. Moi, je suis passionnée par la question des récits dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de voir une situation. Je ne prendrai pas L'être et le néant avec Sartre et l'histoire de la montagne, mais qu'on soit berger ou qu'on soit alpiniste. L'histoire de la montagne. Oui, la perception d'une montagne. Soit vous la percevez comme étant quelque chose à déconstruire parce que vous voulez mettre une autoroute dessus, soit c'est votre plaisir parce que vous êtes berger, soit c'est un challenge à surmonter parce que vous êtes alpiniste. Donc l'importance du récit, elle est vraiment... Je ne dis pas de bêtises, Tout Frédéric. On voit toujours le monde à travers son propre projet.
Absolument, d'où l'importance des récits. La montagne en soi n'existe pas, effectivement. Exactement. C'est tout à fait ça. Et d'où l'importance des récits. Vous avez pointé du doigt aussi la notion de nuance et de subjectivité de notre rapport à l'incertitude. Elle est fondamentale. Donc après, c'est trois valeurs qu'il va falloir, à mon sens, qu'on décline. C'est l'humilité, parce que l'incertitude nous rend très humbles aussi vis-à-vis de notre capacité d'agir, même s'il faut qu'on se mette en mouvement. Il faut qu'on soit en coopération, parce que vous avez vu, Sandrine, quand elle cherchait son mot, finalement, Boris et Frédéric lui ont soufflé quelque chose, l'importance de la coopération. Et puis, évidemment, la grande nuance aussi dans la façon dont on a de gérer ces situations-là. Voilà. Un dernier mot, Boris Razon. Nous sommes effectivement très coopératifs. Voilà. Nous avons envie de construire avec un maximum de gens les idées de demain. La coopération, c'est effectivement l'un des mots. Alors, on travaille également beaucoup là-dessus, Frédéric Worms, en ce moment, et c'est une manière de recréer du lien, du collectif dans une société où, comme en témoigne le questionnaire, la déliaison est malgré tout ce qui renforce l'incertitude. Oui, je pense que la société doit être aujourd'hui notre mot de passe. Pour nous tous, on est des institutions dans la société et on est aussi des sociétés. Et il faut effectivement participer, agir là où l'on est. Oui, c'est essentiel. Merci Elsa Grangier, vous dirigez donc l'ONG Ashoka. Merci Marie Durieux. On retrouve ce questionnaire, ces 77 questions en ligne sur le site du festival. Et maintenant, Frédéric Worms, vous dirigez l'École normale supérieure, vous êtes professeur de philosophie, et puis Boris Razon et Sandrine Trainer. Boris Razon pour Arte et Sandrine Trainer pour France Culture. Un dernier mot, donc on retrouve ce questionnaire Sandrine Trainer en ligne et on a jusqu'en octobre pour le remplir. Oui, on le retrouve en ligne donc sur à l'adresse et maintenant-lefestival.fr et peut-être préciser, c'est effectivement jusqu'en septembre et en l'occurrence, alors pour utiliser un gros mot que vous connaissez bien, parce que vous connaissez tous les gros mots des sociologues, c'est très régulièrement que Monique Dagneau et Marie Durieux font des extractions, c'est-à-dire regardent les chiffres tels qu'ils apparaissent, les résultats des réponses, pour commencer à élaborer une pensée à partir du questionnaire. Donc certes, c'est jusqu'à fin septembre, mais commencez dès maintenant.